Bonjour, Philippe Jean-Louis. Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier à Paris, au Rayol Canadel. Et une petite vidéo brute de décoffrage. Pour répondre à vos questions pendant, on va dire, une petite heure. Et deux, pour raconter une anecdote que j'ai vécue il y a... Allez, on va dire une petite semaine. Ça concerne les constructions neuves. Voilà, donc je vais vous laisser quelques minutes, on va dire une petite minute, 2-3 minutes, pour vous connecter. Ceux qui sont déjà là, je vous invite à poser des questions, qui concernent évidemment. Et j'espère que le son est bon avec mes oreillettes. Dites-le moi en commentaire si vous m'entendez bien ou pas bien. Et à la fin du live, pourquoi ne pas laisser monter quelqu'un pour qu'il puisse partager une expérience positive ou négative qui concerne l'immobilier. Bonjour Frédéric, bonjour Christine, bonjour Tranquille, bonjour Toxique. On va attendre un petit peu. Et profiter de ce rayon de soleil. Bonjour Gilles. Alors moi je suis spécialiste de l'immobilier depuis 1998. Voilà. Donc tout ce qui concerne la location, la gestion, les transactions, je peux répondre à vos questions. Bonjour AgriService. Je te remercie. À part tout ce qui ne va pas, tout va bien. Alors j'en profite pour te poser une question. Est-ce que tu m'entends correctement? Oui, super. Merci beaucoup. Alors si tu as une question qui concerne l'immobilier, je réponds avec plaisir. Et s'il n'y a pas trop de questions, je vous raconterai cette petite anecdote qui m'a amusé puisque j'ai remis les pieds dans un immeuble que j'ai vu construire dans les années 2000. Début de construction 2000 et première vente 2003-2004. Et il y a une triste constatation qui concerne les promoteurs d'immeubles neufs. Alors là, je vous parle d'un immeuble années 50, 60, qui n'est pas concerné. Mais encore une fois, avec les lois à la française, puisqu'on est les spécialistes, il n'y a qu'à voir la situation dans laquelle on est. Moi, je préfère faire de la location industrielle, moins de problèmes. Je veux bien le croire. Il faut parler des locations aussi et des gens qui sont absolument pas sérieux dans ma profession, qui sont une catastrophe. Mais bon, c'est pas l'objet de ce live. Là, l'idée, c'est de partager avec vous. Très souvent, lorsque l'on va acheter dans du neuf, les gens se disent « mais c'est fantastique, c'est bien mieux que de l'ancien, il y a la garantie décennale, on est sûr de ce que l'on achète ». Eh bien non, on n'est pas sûr des surfaces que l'on achète parce que nous sommes en France. Et en France, on aime bien faire des lois, des textes de loi et évidemment, une loi est souvent accompagnée de nuances. Voilà. Donc en fait, les lois ne servent pas forcément à grand-chose. Mais c'est une maladie européenne, française, faire des lois et ne les appliquer que partiellement. Enfin bon, j'attends encore un petit peu, puis je vais vous raconter cette anecdote que vous retrouverez en morceaux, puisque j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Opus. Je vais prendre l'intégralité de cette vidéo, pas la présentation qui n'a aucun intérêt, mais à partir du moment où il y a des questions, etc., je fais des extraits que je rediffuse
que ce soit LinkedIn, Instagram, il y a quoi d'autre? YouTube et TikTok, évidemment, pour ceux qui auraient loupé les anecdotes. Allez, il est 16h03, encore 2 minutes, et puis et je vous raconte cette anecdote s'il n'y a pas de questions. Et vous verrez que généralement, les anecdotes amènent des questions. Bon. Et vous verrez que généralement, les anecdotes amènent des questions. Bonjour Choupi, ça c'est marrant. Voilà, c'est un sacré animé. Salut Madame Delahaye. Il y avait longtemps. Allez, je vous la raconte cette anecdote. Donc je contextualise les choses. C'est un immeuble qui a été construit en l'an 2000. Donc nous avions déjà l'application de la loi Carrez. La loi Carrez, pour ceux qui ne le savent pas, en l'an 2000, donc nous avions déjà l'application de la loi Carrez. La loi Carrez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Monsieur Carrez qui avait remarqué que très souvent dans les transactions, dans les transactions, on ne parlait pas forcément des bonnes surfaces. C'est-à-dire que vous achetiez un appartement de 100 mètres carrés et vous rendiez compte que finalement, l'appartement faisait 80 mètres carrés, que la cave faisait 10 et que le balcon faisait 10 et que les propriétaires, à un moment donné, vendaient pour 100, ce qui finalement ne faisait que 80 mètres carrés d'habitation et rajouter les parties communes ou les parties privatives. Même les parties communes, c'est-à-dire le palier, très souvent des gens disaient, voilà, j'ai 5 mètres de palier, je le vends aussi. Voilà. Donc Monsieur Carrez a eu cette bonne idée, du moins au départ, de dire, on va mettre une loi pour expliquer que quand un appartement est mis en vente, on va le mesurer selon des critères. Alors les critères sont les suivants, c'est tout ce qui est en dessous d'1,80 m n'est pas pris en compte, les embrasures de portes et de fenêtres non plus, et donc ça donne une surface. Alors vous avez la surface au sol, qui en général est plus grande que la loi Carrez, et la loi Carrez étant restrictive, eh bien vous vous retrouvez avec des appartements. Aujourd'hui, lorsque vous achetez 100 mètres loi Carrez, vous êtes sûr qu'il y a au moins 100 mètres, voire plus. Alors mon ami la coccinelle vient de s'opposer. Mais il y a une nuance. Et pourquoi il y a une nuance? Parce que la loi Carrez, alors mon ami la coccinelle vient de s'opposer. Mais il y a une nuance. Et pourquoi il y a une nuance? Parce que la loi Carrez est avoir une d'erreur de 5%. 5% de plus ou 5% de moins. Je vous mets sur la piste. Avec la loi et ce plus rien les années 2000. De même immeuble, je sers de rien dérive. La blessure. Donc elle va rester donc achète sur 100 mètres carrés pour face du 100, elle va pouvoir tel et tel immeuble tous Carrez et avoir une d'erreur de 5%. 5% de plus ou 5% de moins. Je vous mets sur la piste. Dites-moi si bug trop merde. Les années 2000. De même immeuble, je sers de rien dérive.
Dites-moi si dites-moi si de trop donc elle va rester avec donc achète sur 100 mètres carrés en face du centre, elle va pouvoir tel et tel immeuble, tout ça je vais poser mon téléphone ici. Hop. Est-ce que c'est mieux? Normalement, vous devez m'entendre et me voir sans bug. Ah oui, alors ça, il y en a qui s'amusent encore avec. Alors c'est Karim Washington, mais c'est pas Pierre, c'est Jean-Pierre Coff. Si tu pensais faire une blagounette. Donc, on continue. Et donc, Kaufmann Broad vend cet appartement pour 100 mètres carrés à la cliente qui arrive. Et patatras, le mobilier ne rentre pas dans le séjour. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait venir un diagnostiqueur, un maîtreur. Et l'appartement, finalement, ne faisait pas 100 mètres loi Carrez. L'appartement faisait 96,5. Et malheureusement pour elle, les 3 à 4 mètres carrés qui manquaient étaient dans le salon. Donc tout son mobilier, tout ce qu'elle avait prévu de mettre une armoire, un vaisselier, etc., ne rentrait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce constructeur-là, eh bien, s'était amusé à dire, voilà, on a le droit à une marge d'erreur de 5%, donc on va artificiellement créer des mètres carrés en restant dans la marge des 5%, comme ça on ne sera pas répréhensible. Donc cet appartement qui était vendu 100 mètres carrés loi Carrez, en réalité ne faisait que 96,5. Ça permettait aux promoteurs de rester dans la légalité, donc dans cette marge d'erreur de 5%. Et toutes les personnes qui ont acheté dans cet appartement ont été spoliées. Voilà. Et là, dernièrement, j'ai été faire une estimation dans un des appartements. Et le propriétaire m'annonce, voilà, notre appartement fait 97 mètres carrés, 96 ou 97. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de cette petite anecdote. Et je lui dis, à mon avis, votre appartement, si c'est la loi, c'est ce qui a été noté sur votre titre de propriété chez le notaire, eh bien, vous n'avez pas cette surface-là. Il me dit, non, si, regardez, c'est Kaufmann, on l'a acheté sur plan. Bien sûr que c'est la loi Carrez. Alors, oui, c'est la loi Carrez, mais ils ont joué dans cette marge d'erreur de 5%, et au lieu de vous vendre 96, eh bien, vous enlevez 5%, ils vous ont vendu vraisemblablement 93 mètres carrés, voire 92. Eh bien, je vous le donne en mille, ils ne le savaient pas parce que ce sont des étrangers. Ils ont fait venir un diagnostiqueur quelques jours avant que je n'arrive pour le diagnostic plomb, termite. Plomb, il n'y a pas besoin puisque plomb, c'est 48, c'est jusqu'à 48. Donc, électricité, etc., tous les certificats, dont le diagnostic de performance énergétique. Je reviendrai là-dessus parce que c'est aussi intéressant de voir que certains diagnostiqueurs ne sont pas sérieux. Eh bien, qu'est-ce qui a été noté comme surface loi Carrez? 93,5. Donc, il s'était fait estourber de 3 mètres carrés, et je crois qu'à l'époque, c'était déjà assez cher. C'est-à-dire que 3 mètres carrés à plus de 10 000 euros du mètre, je vous laisse faire un savant calcul, ça fait 30 000 euros. Ce qui veut dire que le promoteur s'est mis d'une façon totalement artificielle en respectant la loi, puisqu'il est dans la marge d'erreur, en moyenne, 3 à 4 mètres carrés sur, alors attendez, je ne dis pas de bêtises, 200 sur près de 2000 ou 3000 mètres carrés, d'accord? Alors si on enlève 5% à 3000 mètres carrés, ça nous fait un joyeux 150 mètres carrés, et 150 mètres carrés à 10 000 euros le mètre, ça fait 1,5 million créé de toutes pièces. Qu'est-ce que vous pensez de cette anecdote? Alors elle s'adresse surtout à ceux qui pensent qu'en achetant dans du neuf, vous êtes vraiment protégé. Alors, donc, je vais répondre à cette question-là. J'ai une question: pourquoi on n'adopte pas de plus en plus le paiement à l'année des loyers? Qu'est-ce que ça veut dire d'adopter
Un paiement à l'année des loyers? Non, alors non, tu voudrais dire, mais parce que tout le monde ne peut pas payer à l'année des loyers, cher Brahms. Les gens en général, merci pour la précision en une fois, quelqu'un qui va gagner 10 000 euros par mois, qui peut donc avoir une capacité qui va lui permettre de non pas rembourser un crédit, mais de payer un loyer à 3 000 euros par mois, ben, tu ne peux pas lui demander de payer, par exemple, 30 000 euros ou 36 000 euros en une fois. En revanche, il peut payer 3 000 euros tous les mois. Voilà la raison pour laquelle c'est pas adopté, c'est pour faciliter quand même, dans un marché qui est déjà bien compliqué, le marché locatif, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le moindre bien qui arrive sur le marché se loue très rapidement. Donc Brahms, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Mais trouver un locataire qui a la possibilité, c'est mieux. Oui et non, mais tu ne peux en aucun cas exiger de voir. Alors c'est quoi ça? Il y a des nouveautés, là, je ne sais pas ce que c'est ces trucs-là. Encore, j'espère. Bon, m'en veuillez pas. Hein. Je vais loin T2 sur Nice. Non, tu ne peux pas exiger d'un locataire qu'il paye tout d'avance. Si je ne dis pas de bêtises, c'est même illégal. Tu ne peux pas exiger. Le locataire peut te le proposer, mais moi j'ai envie de dire au locataire qui éventuellement serait tenté de le faire, attention, puisque si dans 3 ou 4 mois, vous avez un accident de parcours ou une bonne nouvelle qui fait que votre projet de vie dans une autre ville, dans un autre pays, comment vous allez faire pour récupérer votre loyer déjà payé? Donc pour moi, je déconseillerais cette façon de faire. En meublé, on a le droit d'avoir un accord. Vous pouvez avoir un accord, mais encore une fois, surtout dans un meublé, en général, c'est quelqu'un qui va rester maximum 1 an. Si sa mission se termine au bout de 4 mois ou 5 mois et que tu tardes à lui rendre ses 6 mois de loyer, eh bien, c'est un risque que je ne ferai pas courir à un de mes clients. Si on refait le monde à Dubaï, le pays. Oui, écoute, Brahms, si Dubaï permet de le faire, tant mieux. Chacun est libre de faire comme il le veut. Je suis libre de te donner des conseils et de conseiller les locataires de ne pas le faire. Si maintenant ils veulent le faire, il est interdit de rouler sans ceinture sur l'autoroute, même en voiture. Il y a des gens qui le font, c'est à leurs risques et périls. Voilà. Brahms, je te remercie. Merci à toi de me permettre de donner mon avis. Donc je reviens sur cette magnifique pantalonnade de ce constructeur. C'était merveilleux quand même. Donc allez, on va pas redonner son nom quand même. Vous irez le rechercher, je l'ai dit il y a quelques minutes sans m'en rendre compte. Qui a créé de façon artificielle 1,5 million d'euros sans aucune justification, sur des mètres carrés qui n'existaient pas. Et quand on réfléchit un tout petit peu, quand on fait le prix moyen parisien, on prend l'ensemble des ventes, des surfaces, on prend les ventes, on divise par les mètres carrés, et on dit, ben voilà, à Paris, voilà ce que ça vaut. Mais quand vous avez cette marge d'erreur de plus ou moins 5%, alors je vous fais grâce de la réflexion, qui est que rarement, on va vous donner 5 mètres carrés de plus. Hein. Ça, c'est du jamais vu. Hein. Le promoteur, il est très près de ses sous. Et s'il peut vous estourber des mètres carrés à la baisse, il le fera. C'est la loi. La loi lui permet de le faire. Donc je ne vois même pas pourquoi il ne le ferait pas, en fait. C'est totalement ridicule. C'est malhonnête, mais c'est la loi qui est comme ça. C'est la loi qu'il faut changer et non pas la mentalité de ceux qui sont là pour gagner de l'argent, pas forcément de façon très honnête. Mais à partir du moment où c'est dans le respect de la loi, je dirais que c'est pas moral. C'est malhonnête, enfin, c'est honnête, mais pas moral, au sens de la loi. Donc, qu'est-ce que ça a comme implication sur le prix moyen d'une ville comme Paris? Eh ben, c'est simple. Il y a eu, je dis n'importe quoi, 100 mètres carrés vendus dans l'année, on va diviser par le prix, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, ben oui, mais finalement, les mètres carrés qui n'existent pas, on les a pris en compte, donc ça fausse également les données des chiffres de création, des chiffres, du prix moyen du mètre carré à Paris. Voilà, donc tout ça a des implications assez intéressantes. Alors, donc, cette petite anecdote, je vous la redonnerai plus tard. Et évidemment, c'est dans le même immeuble. Et c'est un immeuble qui a 2 adresses. Ils ont fait la même chose partout. Donc, même dans le privé, faites bien attention. C'est pas très très cher de faire venir un diagnostiqueur, un maîtreur, pour lui dire, voilà, moi j'ai une loi Carrez qui m'annonce 100 mètres.
J'étais dans 100 mètres dans de l'ancien, je suis dans 100 mètres récent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la surface annoncée. Et vous verrez, vous pourrez constater que très souvent, les vendeurs sont dans la marge des 5%. Et rarement en plus, très souvent en moins. Voilà. Donc un conseil gratuit, ça vous permet d'économiser quelques mètres carrés, puisque la personne qui va déclarer la surface en fonction de la loi Carrez est responsable pendant 1 an. Donc vous achetez 100 mètres carrés, au bout de 3-4 mois, vous dites c'est quand même bizarre, mon séjour est quand même plus petit, même au bout d'une semaine. Vous faites venir un expert, il constate qu'il y a plus de 5%, eh bien le déclarant, qui est souvent le propriétaire, est responsable et doit vous rembourser. On fait une simple règle de 3, il manque 4 mètres carrés, il est au-delà des 5% de la marge d'erreur, donc sur 100 mètres carrés, on va dire qu'il manque 7 mètres carrés, comme ça on est large, eh bien il doit vous rembourser à hauteur de 7 mètres carrés par rapport au prix vendu. Voilà. Et lui-même se retournera contre le diagnostiqueur qui lui-même est responsable et est assuré pour ça. C'est-à-dire que choisissez bien vos diagnostiqueurs immobiliers, puisqu'il y a une application et une responsabilité derrière qui est quand même assez importante. Sur un appartement de 100 mètres, à 10 ou 12 000, voire 13 000, voire 14 000 euros le mètre, s'il vous manque 3 à 4 mètres carrés, je peux vous dire que le diagnostiqueur, il a plutôt intérêt à faire très attention sur les chiffres, parce ce serait son assurance qui serait tenue de vous rembourser, vous, en tant qu'acheteur, si vous portiez plainte, et qu'il n'y ait pas la surface annoncée, bien évidemment, plus loin que les 5%. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que cette loi Carrez n'a pas évolué, qu'aujourd'hui, un simple téléphone comme celui que j'utilise pour faire cette vidéo avec vous me permet de prendre des mesures au millimètre près. Au millimètre près. Donc, sur 100 mètres carrés, je peux très bien imaginer que si je fais, moi, la surface avec mon téléphone, même si ce n'est pas pratique, peu importe, eh bien, j'aurai vraisemblablement peut-être 1% de marge d'erreur avec mon téléphone, alors qu'avec des outils modernes type laser, donc je ne comprends pas. Il faudrait peut-être revoir à la baisse ce pourcentage d'erreur à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire qu'on devrait, c'est une idée que j'émets, si quelqu'un, des dirigeants, bon, même si on n'a plus de ministre, il n'y a plus rien du tout qui marche en ce moment, on ne sait plus qui est qui, mais peu importe, on récupérera bien un ministre du logement. Eh bien, cher monsieur ministre du logement, je vous invite à vivre avec votre temps, et aujourd'hui où on prend des mesures pour mesurer avec des lasers à 1 ou 2 mm près, ben on peut très bien imaginer qu'on fait en sorte d'avoir une marge d'erreur qui soit plus honnête. Voilà. Si vous achetez 100 mètres et que finalement il n'y a que 98 ou voire 99, ça ferait 1% de marge d'erreur. C'est acceptable. Au niveau économique, je dis bien, parce que moralement, éthiquement, je ne trouve pas ça très correct de la part des constructeurs. Alors, je parle d'un constructeur qui a vendu dans les années 2000. Peut-être qu'aujourd'hui, ils font plus attention. Je ne suis pas convaincu quand on voit le coût de la construction qui a augmenté. Je pense que tout est bon pour gagner le plus d'argent en dépensant le moins possible. Voilà. Mais je n'attaque évidemment personne. Juste le conseil, et merci Kerry pour le cœur sur moi, j'ai envie de dire, chat échaudé craint l'eau froide, vous voilà au courant, profitez de l'expérience négative de mes clients pour ne pas vous faire berner et penser de bonne foi à avoir acheté une vraie surface loi Carrez. N'oubliez pas qu'il y a 5% de marge d'erreur. Voilà, je cherchais le terme, c'est la marge d'erreur. Voilà, qui moi me semble anormalement importante. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà. Alors j'avais une autre anecdote qui me semblait aussi intéressante, qui concernait la location. J'ai une de mes, j'allais dire patientes, d'où le pseudo immothérapeute. Une de mes amies clientes qui s'est bien fait berner
par une dame qui fait de l'immobilier. J'appelle ça de l'immobilier de salon de thé. C'est une reconversion. Il n'y a aucun a priori négatif pour les gens qui font des reconversions. Moi-même, j'ai fait une reconversion il y a près de 30 ans. Alors Loïc, c'est une question. C'est uniquement pour les appartements. Alors, la loi Carrez ne concerne que les biens en copropriété. Donc ça peut être dans une maison si elle est dans une copropriété. Voilà, j'espère avoir répondu, cher Loïc, à ta question. D'ailleurs, merci pour le don. On va essayer de faire ça, d'ailleurs, de donner la priorité aux gens qui veulent poser des questions et qui envoient une fleur ou que sais-je. Ça permet de gagner du temps. Est-ce toujours intéressant d'acheter une maison à crédit maintenant avec la crise? Bonjour Myriam. Alors c'est un point. Alors je ne sais pas, point vient d'obtenir le badge donateur. Bah, bravo. Donc je vais répondre à ta question. Alors, acheter une maison à crédit avec la crise, tout dépend de ton projet. J'imagine que c'est une résidence principale. Et je fais partie de ceux qui disent que dès que l'on peut acheter sa maison principale, je suis moi-même en train de placer ma maman dans un établissement qui s'appelle un EHPAD, ou une maison de fin de vie, si on veut dire ça différemment, enfin un EHPAD. Et je peux vous dire que je suis très content qu'elle soit propriétaire de sa résidence principale, parce que ça va permettre, le cas échéant, de mettre en vente sa maison, donc le toit, pour financer sa mise en EHPAD. Si elle était simplement locataire, eh bien ce serait une catastrophe. Voilà. Est-ce que c'est toujours intéressant d'acheter une maison à crédit maintenant avec la crise? J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite. On trouve beaucoup de réponses toutes faites sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, quand vous allez voir un médecin, il va vous ausculter. Et l'immobilier, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va dépendre de ton cas précis. Dans l'absolu, acheter une maison aujourd'hui, ça ne me semble pas être une erreur si ça correspond à ton projet de vie. Voilà, j'espère, Monsieur Point, d'avoir répondu. Et merci, tu as le badge du donateur numéro 3. Bonjour Myriam. Alors, Kerry, je vis aux États-Unis. Ah, j'adore le béret et la baguette. Et j'aimerais acheter un appartement en France. Quelle erreur à ne pas faire? Alors, c'est très intéressant cette question, parce qu'il se trouve que mes clients sont vivent aux États-Unis, et c'est une résidence secondaire qu'ils avaient achetée et qu'ils vont peut-être revendre ici. Alors, les erreurs à ne pas faire. Faites très attention aux images d'Épinal. Moi, j'ai de la famille qui habite aux États-Unis, qui m'a appelé il y a 6 à 8 mois, qui me disait voilà, on aimerait bien acheter un appartement, et on a vu, alors j'oublie si quelqu'un a ce feuilleton américain où il y a une actrice, c'est Lily in Paris ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. De rien, Monsieur Point. Comment s'appelle ce feuilleton où c'est une version idyllique de Paris, donc cette cliente-là, américaine, qui habite à Atlanta, me dit, ben voilà, moi je voudrais bien acheter dans le 20e arrondissement parce que ça m'a l'air magnifique, etc. Bon. Encore une fois, si c'est pour aller dans le 20e arrondissement, les Parisiens savent que l'Est de Paris n'est pas forcément le quartier ou la zone la plus adéquate lorsqu'on veut un pied-à-terre et pouvoir se balader en toute sécurité. Il y a des quartiers à éviter. Le 20e, sauf exception, les maisons qui sont dans la zone de la Moussaïa, c'est un peu particulier, mais vous n'allez pas aller acheter un studio à la Goutte d'Or, par exemple, lorsque vous êtes une femme seule. C'est pas le premier quartier que je vous conseillerais. Donc, j'ai fait il y a quelques années un petit topo pour les gens qui vivent aux États-Unis et qui veulent acheter en France. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Il faut savoir qu'ici, on passe par un notaire. Que lorsque vous allez revendre, ça il faut toujours penser à la revente. Si vous n'êtes pas résident fiscal, vous allez devoir prendre une société qui va sécuriser la transaction lorsque vous allez revendre, et qui va vous prendre 1% du montant de la vente, juste pour rassurer l'administration française. Alors j'ai oublié le terme, pourtant on vient de l'utiliser pour des personnes qui habitaient en Suisse et qui vendaient un bien parisien, juste pour sécuriser la vente et faire en sorte que le fisc français, si jamais il y avait une dette, puisse être payé. Alors c'est perdu, hein, c'est-à-dire le pourcent que vous avez donné à cette société-là, il est perdu. Eux, ils ont pris l'argent. Je peux vous dire que pour se prêter, c'est un petit peu comme ils se portaient caution
de vous, ils prennent des garanties qui sont lunaires. Donc le risque est zéro. Donc en fait, ils encaissent de l'argent de façon indue, d'après moi. Donc ce qu'il faut, si vous êtes aux États-Unis et que vous connaissez un petit peu la France, allez prendre une semaine, 15 jours, si vous le pouvez, et vous promenez autour ou dans la zone qui vous intéresse. Je vous parle de Paris parce que je suis parisien. Ça pourrait être le Rayol Canadel, où il y a pas mal d'étrangers. Il y a des régions comme ça où vous ne risquez rien, mais à 2 ou 3 kilomètres près, vous êtes dans une zone qui est franchement pas fréquentable. Ça arrive ici aussi à Paris. Donc faites attention aux images d'Épinal. C'est Lily of Paris ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas de ce feuilleton-là. C'est mon cas, je suis seul. Bon, ben voilà, Carrie. Donc, bien visiter les alentours, se renseigner, voir s'il ne va pas y avoir des résidences, des HLM pas loin. Et puis après, une fois que vous... Emily in Paris. Merci, Loïc. Voilà. Ben, Emily in Paris, ça a fait une version idyllique de quartiers qui ne sont pas forcément safe. Surtout pour une femme seule comme Kerry, par exemple. Donc il y a des endroits, si on doit parler de Paris, maintenant Paris c'est un peu compliqué partout, mais si on doit rejoindre des quartiers, c'est plutôt l'ouest de Paris qui est plus sécurisant ou sécurisé que l'est de Paris. Dans l'absolu, le conseil quand on vient des États-Unis, c'est faire attention au prix, d'accord ? Parce que la première des choses, quand vous allez arriver avec peut-être un accent américain, je ne sais pas, vous dire que voilà, je suis américaine et je voudrais acheter un bien, le professionnel de l'immobilier en face de vous, il doit peut-être avoir en idée, ça y est, j'ai trouvé le pigeon de l'année qui ne connaît pas le marché. Donc, allez regarder un site comme le site Se Loger, par exemple. Donc, Carrie, j'espère que vous êtes toujours là. Vous allez sur un site Se Loger. Alors, je vous en donner 2-3. Vous avez le site Se Loger. Vous avez le Bon Coin. Vous avez le site du Figaro Immobilier. D'accord ? Et puis, un quatrième qui ne va pas me venir, évidemment. Mais vous tapez les petites annonces. Et regardez les prix qui sont communément pratiqués. J'ai téléchargé cette application. Ben, bravo. Et vous allez mettre vos critères, pardon, et ça va vous permettre d'avoir une vision globale du prix du marché où vous voulez aller. Moi, ma maman est à Blois. À Blois, un appartement de 100 mètres, ça vaut 230 000 euros maximum. Pour 200 000, 230 000 euros à Paris, vous serez dans une petite surface de 15-20 mètres carrés. Alors, et 100 mètres à Blois. Et Blois, on se dit, bah oui, mais c'est la ville royale, etc. Bon, avant de vous lancer dans un projet, rendez-vous sur place, allez regarder les suburbs, la banlieue, et voyez les entourages. Voilà, ça c'est une chose qui est importante. Voilà, donc si j'avais un conseil à vous donner, Carrie, vous avez aussi en ligne, vous tapez acheter en France. Je ne sais pas si mon petit travail que j'avais fait est encore en ligne, mais vous prenez une intelligence artificielle et vous tapez quels sont les conseils pour conseils fiscaux pour acheter en France. Et vous verrez, c'est très bien fait. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Mais pour ça, il faut m'envoyer un message. Je vous invite à m'envoyer des messages par WhatsApp parce que je trouve que la messagerie de TikTok est très vite brouillonne et je perds les messages. Voilà, c'est très difficile de vous retrouver dedans. Kerry, est-ce que j'ai répondu à votre question ? J'espère. En tout cas, vous écrivez parfaitement le français. Super, bah de rien. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on a encore des petites questions ? Allez, je vais encore rester une petite demi-heure avec vous. Est-ce que j'ai pas loupé des questions ? Alors, attendez, je vais remonter un petit peu. Nouveau message. Le Rincy, c'est une très belle banlieue proche Paris. Oui, alors le Rincy, c'est dans le 93. Je crois qu'on dit très souvent, mais
je vois pas une femme seule s'installer au Raincy. Peut-être une famille, mais le Raincy, c'est pas le Saint-Cloud du 93. Y a pas une appellation comme ça? On a le Royaliste qui nous a rejoint. On a les Fora. Ah oui, et puis alors, oui, absolument. Voilà, merci. Kerry, une chose qui est importante, c'est que il faut bien regarder les lignes de transport. Ça, c'est une chose qui est très importante. Soit les aéroports, soit les transports en commun. Voilà. À Paris, on aime bien les stations de métro. Pour aller en banlieue, moi, j'ai croisé une jeune femme assez jolie d'ailleurs, qui me disait qu'elle prenait le RER B, qu'elle avait 1 heure de transport, je crois, et que c'était une catastrophe parce que des gens mal élevés la sifflaient, lui demandaient son numéro de téléphone, etc. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont à prendre en compte lorsque l'on va faire une acquisition dans l'immobilier. Si c'est pour faire un bref passage de 24-48 heures, bon, à la limite, vous en moquez, mais si c'est tous les jours, et je pense que cette jeune femme, c'est tous les jours, c'est vraiment particulier. Alors attention, acheter une voiture. Alors quelle est la région, Kerry, qui vous intéresserait, a priori? Parce que la France, c'est quand même grand. J'imagine que si vous achetez une voiture, c'est pour aller en province, où certains réseaux de transport en commun sont moins développés, et la voiture est une obligation. Alors, c'est pas pour être indiscret, hein, c'est pour. J'ai pas mal de familles sur Paris, mais je cherche Toulouse ou Nantes. Alors, c'est pas du tout la même météo, hein. Euh, mais effectivement, Toulouse ou Nantes, et pour rayonner ou être indépendante, effectivement, il vaut mieux avoir une voiture, malgré ce qu'en pensent les escrologistes parisiens. Ma fille est à Rueil-Malmaison, proche hippodrome de Saint-Cloud, c'est pas mal. Travaille à la Défense. Ouais. Tu vois, alors, Kerry, après, est-ce que c'est dans une notion de faire du tourisme ou est-ce que c'est venir travailler? Effectivement, quand on travaille à la Défense, c'est plutôt très bien desservi et là, pour le coup, on n'a pas besoin de voiture. Nantes, je connais moins. Toulouse, un petit peu plus. Au niveau de la météo, faut pas se tromper, hein. Et qui dit voiture, dit parking. Donc aussi, c'est à prendre en compte, hein. Le coût d'un parking à Paris peut être l'équivalent d'une petite habitation en province. Donc c'est à prendre aussi en compte dans les calculs. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, hein, je me représente encore une fois, on ne sait jamais. Donc je suis Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier, professionnel de l'immobilier depuis 1998. Alors j'ai eu tous les statuts possibles et imaginables et aujourd'hui je suis agent immobilier avec ma propre carte de transaction. Donc ça me permet d'être libre de mes horaires et de travailler un petit peu à mon rythme. Voilà, ce qui me permet de vous donner des conseils gratuits à mes heures perdues. Vous voyez, j'ai encore 24 minutes. On est bien. Donc Rueil-Malmaison, oui, effectivement. Alors j'ai une péniche, moi, à vendre à Rueil-Malmaison, juste à côté. Alors c'est pas inintéressant. Elle est assez grande, hein, elle fait plus de 200 mètres carrés. Et c'est effectivement pas très loin de la Défense. Et une 20-25 minutes du centre de Paris quand ça roule. Voilà, la notion de quand ça roule est assez importante, hein. Mais c'est une proche banlieue parisienne. Est-ce que quelqu'un veut monter sur le live et voir et partager une, une expérience, bonne ou mauvaise, hein, avec des agents immobiliers? Moi, je vous mets très à l'aise. J'estime que 95-97% des gens qui font mon métier devraient changer de métier.
la dame que j'ai croisée, qui s'est occupée de mon ami, c'est pitoyable, zéro service. La moindre difficulté, elle disparaît. Enfin, c'est vraiment la lie de mon métier, quoi. Et ce sont des gens comme elle qui font que les agents immobiliers ou les professionnels de l'immobilier, dans l'absolu, de façon générale, ont une très mauvaise presse. Elle est méritée puisque ces gens-là font beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et moi, il y a depuis bien longtemps abandonné l'idée de redorer le blason. Je sais comment je travaille, je n'ai rien à prouver. Et si quelqu'un veut me confier un bien, ce sera certainement pas en faisant des galipettes arrière ou avant pour lui montrer que je suis le meilleur. Voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens que je connais depuis 30 ans. C'est un peu normal de retrouver d'anciens clients. Alors, merci Serge Pignon. Alors, j'imagine que tu as peut-être une question à poser qui concerne l'immobilier, bien évidemment. Ou pas. En tout cas, Katie, j'espère avoir répondu à tes questions. Et n'hésite pas, Carrie, pardon, à me poser ta question via WhatsApp. Ça ne me dérange pas. Quand j'ai le temps, je réponds à toutes vos questions. Alors, on lit, on a entendu il n'y a pas très longtemps la directrice ou une des présidentes du groupe Nexity nous expliquer que l'immobilier s'était terminé, le locatif n'avait aucun intérêt. Alors, j'ai envie de répondre à cette dame-là, je ne comprends pas très bien parce que ce matin, j'ai pris un café avec un confrère qui fait de l'immobilier comme moi, qui lui a une agence en bureau. Moi, mon agence, c'est mon téléphone aujourd'hui. Ils n'ont jamais, je n'hésiterai pas, merci, de rien, Carrie. Bonjour Olivier. Ils ont fait un chiffre record en location au mois d'août. Ils ont travaillé tout le mois d'août. Tout ce qu'ils avaient alloué est parti. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à louer. Donc si vous avez un investissement à faire et que le taux de rentabilité à Paris, qui est un peu plus faible que d'autres arrondissements, et pourquoi Parce qu'à Paris, nous avons une philosophie de vie socialiste qui fait que les loyers sont bloqués. On a un encadrement des loyers. Mais malgré cela, faites bien vos calculs, et moi je peux vous dire que n'importe quel bien, à partir du moment où il est en bon état, voire en moins bon état, se louera très facilement. Voilà. Olivier qui veut poser une question qui peut fâcher. Ici, c'est libre cours, donc Olivier, je t'invite à poser ta question qui peut fâcher. Bonjour Nad. Alors, Olivier, elle est où cette question ? Sans compter la plus-value à la revente. Évidemment, Loïc. Mais ça, c'est une donnée que les gens oublient. Et c'est quand même une chose importante. C'est que l'immobilier, il y a un phénomène de cliquetis. C'est-à-dire que si vous regardez dans les 10 dernières années, 20 dernières années, 30 dernières années, 40 dernières années, l'immobilier a fait ça. Alors parfois ça descend, hop, mais sur 10 ans, vous êtes toujours gagnant. Donc vous aurez une plus-value à payer à la revente. C'est plutôt une chose positive. C'est-à-dire que vous créez du patrimoine, soit pour vos vieux jours, c'est votre locataire qui va prendre, vous avez pris un crédit sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, eh bien vous en avez, on va dire 30 aujourd'hui. Quand vous aurez 50 ou 55 ans, moi j'ai 54 ans, eh bien votre locataire, votre locataire, aura fini de payer l'intégralité de vos remboursements. Voilà. Et vous aurez créé du patrimoine. Le locataire aura été content parce qu'il aura eu un toit sur la tête, et vous serez content parce que vous aurez créé du patrimoine.
Alors, Olivier, pensez-vous que les frais d'agence de, par exemple, 10 ou 15 000 euros sur un bien sont justifiés par rapport au travail effectué par un agent immobilier? Alors, les frais d'agence, déjà, Olivier, c'est une chose qui est importante. Les honoraires sont libres. À partir du moment où c'est affiché, c'est libre. En moyenne, les honoraires sont de 5% TTC. D'accord? Donc 5% TTC, tu signes un contrat et tu t'engages à payer 5% du montant. Si 5% sur 1 million, ça fait 50 000 euros, la personne s'attend à avoir un prix de 50 000 euros à rajouter à son prix d'acquisition. Le travail par rapport... Alors, peut-être qu'il faut peut-être estimer le travail qui est effectué. D'après toi, cher Olivier, je te retourne la question, quel est le travail d'un agent immobilier? Parce que je pense que tu fais peut-être partie des gens qui pensent qu'un agent immobilier est un simple porte-clés. Oui, je sais, mais le travail mérite-t-il cette somme énorme? Je vais te raconter une petite anecdote, Olivier, et je vais essayer d'être... je ne suis pas fâché, hein, comme tu peux le voir, j'espère. Hein. Alors, tu penses qu'un agent immobilier, ça fait des visites et des annonces. OK. Donc, d'après toi, chez Olivier, moi, quand je vais rentrer un mandat, OK, d'accord. Donc, Olivier ne voit pas autre chose. Je vais te donner ma vision des choses. Donc, d'après toi, Olivier, quelqu'un qui va m'appeler, va dire, voilà, monsieur Jean-Louis, j'ai un appartement à vendre, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Je vais dire oui, donc d'après toi, bah oui, on discute, évidemment. Je fais une annonce et je me pose dans un coin et j'attends que ça appelle. Et quand ça appelle, eh ben, je fais les visites, donc j'ouvre la porte, je laisse, et puis quand la personne a terminé, je dis merci beaucoup d'être venu, au revoir. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un petit peu restrictif? Juste sur cette base-là. Est-ce que tu veux monter est-ce que je peux te faire monter? Parce que... Ah, je pense pas. Je sais pas. Ça aurait été intéressant. Bon, alors, c'est une vision un petit peu étriquée. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai eu quelqu'un un jour qui m'a appelé. J'avais l'étude Doumer, j'étais propriétaire de l'étude Doumer dans le 16e arrondissement, et qui me dit, voilà, bonjour monsieur, j'ai mon appartement à vendre, il est rue Rainoir, je me souviens plus du numéro, j'en veux 2 millions d'euros, et pour vous, vous allez prendre 10 000 euros. Ah, alors j'ai dit, écoutez, je suis flatté que vous appeliez l'agence, mais en fait, vous déterminez une commission qui est à peu près le 10e de ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc sur 2 millions d'euros, je prenais 5%, c'est-à-dire 100 000 euros. Alors sur ces 100 000 euros, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais il faut bien avoir une notion quand même importante. Ah, Olivier va petite. Est-ce que tu m'entends, Olivier? Olivier, es-tu avec nous? Oui, Génial. Sois le bienvenu hein, sur ce live. merci. Donc, je finis mon propos et puis je te donne la parole, comme ça tu pourras donner ton avis. Donc, ce monsieur-là, je lui dis, écoutez, moi, sur 2 millions d'euros, en général, ma commission est de 100 000 euros TTC. 100 000 euros TTC, puisque je vais payer 20% de TVA, donc il restera 80 000. Et puis après, j'ai un loyer à payer, j'ai des salariés à payer, j'ai un logiciel à payer, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, je te fais pas, je la fais assez brève, hein, pour pas que ce soit imbitable. Et en aucun cas, il s'agit de dire on est à plaindre. Je ne fais pas partie de ceux qui se plaignent. Mais ce qui est important, c'est que ce monsieur-là dit, ben voilà, vu le travail que vous allez faire, qui est somme toute un porte-clés, moi j'estime que 10 000 euros pour un porte-clés, c'est largement payé. Chose à laquelle j'ai gentiment répondu, si vous estimez que mon travail, c'est d'être un porte-clés, je vous invite à aller au BHV, vous avez des porte-clés qui sont à 30 centimes d'euros, vous mettez vos clés dessus et vous vous démerdez. C'est-à-dire que vous faites les visites tout seul, vous allez prendre une offre, vous allez vérifier les crédits, vous allez négocier, parce que la négociation, c'est quand même un gros plus quand on passe par un intermédiaire. Et puis, si vous vous en sortez, tant mieux, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça semble des chiffres très importants,
mais c'est raccourcir les frais qui sont inhérents en amont. Et moi, j'avais fait un petit calcul. Fais attention parce que je suis très bavard. C'est pas que je ne veux pas répondre, hein, bien au contraire. Mais j'essaie vraiment de faire des réponses qui soient hyper précises. J'avais, étant directeur et propriétaire de l'agence Études Doumer, je faisais des ratios pour voir qu'est-ce qui était cohérent, pas cohérent. J'avais pris une voiture de société parce que ça me permettait de mettre des logos sur le flanc de la voiture et ça me coûtait moins cher que de faire des publicités dans les journaux qui étaient distribués. Je ne sais pas quel âge tu as, Olivier. 48. On est à peu près de la même génération. Donc tu as dû connaître Paris Boom Boom, etc. Enfin, pour Paris, c'était comme ça. Et c'était des revues, des supports de presse qui finissaient 9 fois sur 10 à la poubelle et qui coûtaient une fortune. Et je m'étais dit, plutôt que de faire ça, je vais acheter une voiture, elle sera à disposition des collaborateurs de l'agence, ils vont tourner et se garer dans les quartiers et ça fera une publicité. Mais ça a un coût. Et ce coût-là, en fait, il est répercuté sur l'ensemble des commissions d'une année. Et donc, pour abonder dans ton sens, tu as des formules aujourd'hui qui étaient l'immobilier papa ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait ça, et qui sont des... Comment tu dis ? L'immobilier de papa, c'est ça ? Voilà, immobilier de papa. Ces trucs-là n'existent plus. Parce qu'en fait, le modèle économique ne peut pas tenir, sauf à être une start-up et engranger des millions d'euros en attendant que ça explose. Mais ça ne peut pas fonctionner parce que la logique économique d'une agence, et même d'une agence comme la mienne qui n'a plus pignon sur rue, ne permet pas d'avoir des honoraires qui soient... Là, ce dont tu parles, ça correspond pour moi, sur un appartement à 1 million d'euros, ce serait 1%. Eh bien, les agences à 1% ont disparu. Pratiquement toutes. Et ce qu'elles ont engendré, et ça c'est une chose que vous ne savez pas, a priori, tu as une agence qui se vante de ne prendre que 5 000 euros, quel que soit le montant de la commission, mais ils font faire les visites par des gens qui sont payés 30 euros ou 15 euros, je ne sais plus. Alors pour 15 euros, ils ouvrent la porte et ils referment la porte, mais pour 30 euros, ils ouvrent la porte, ils font la visite et ils repartent. C'est pas du service. Et il faut savoir que mener à terme une transaction, c'est malheureusement, moi je serais le premier content, c'est malheureusement pas tu commences à 9h et tu finis à 18h. Moi j'ai des clients qui m'appellent à 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Je réponds ou je réponds pas, ça c'est mon problème. Mais qui m'appellent du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je ne connais pas beaucoup de professions et encore une fois, il ne s'agit pas de se plaindre. Je ne suis pas à plaindre. C'est un métier que j'aime. C'est un service. Et ce que je mets à disposition, c'est au bout de 30 ans, c'est 30 ans d'expérience. Et 2, c'est mon temps. Maintenant, si quelqu'un se dit, et puis après, je te laisserai la parole. T'as vu, je suis bavard, mais c'est mon dernier truc. Si quelqu'un se dit, moi, je n'ai pas envie de donner 5%, j'estime que, je trouve que c'est la même dynamique et logique que de dire, je vais amener ma voiture à laver ou je la lave moi-même. Voilà, je te laisse, Olivier. Et moi, j'ai aussi une question sur les... Alors, je vais mettre un tout petit peu plus fort. Non, donc c'est un pourcentage, les frais d'agence sont un pourcentage du bien, c'est ça? Oui. Et j'avais une question, parce que, en fait, le travail est le même, que ça soit un bien à 100 000 euros ou un bien à 200 000 euros, la commission va être plus élevée, alors que c'est, pour moi, exactement le même travail qu'on fait sur un bien à 100 000 ou un bien à 200 000. Tout à fait. Alors, peut-être qu'il y a plus de travail sur des biens à 1 million et des choses comme ça. Mais sur un bien qui vaut 100 000 ou 200 000, pourquoi la commission serait plus élevée? Puisque c'est un pourcentage sur le prix du bien. Donc, la commission va être, si c'est 5%, ça va être, sur un bien à 100 000, ça va être 5 000, mais sur un bien à 200 000, ça va être 10 000. Alors que le travail est exactement le même. Il n'y a pas énormément de travail en plus. Alors, ce que tu dis, et encore une fois, j'insiste lourdement, c'est que les honoraires sont libres. Tu peux très bien trouver quelqu'un qui va te dire, moi je travaille à 1%. D'accord, non. D'expérience, c'est ce que je te disais en préambule, ces réseaux-là ne sont pas
viable. Il y a trop de charges. Dans un monde parfait, moi j'avais imaginé un instant, j'avais imaginé pendant un moment. Toi, tu as une agence. Moi j'ai eu une agence que j'ai fermée en 2017 à cause d'une greffe. On m'a sauvé la vie en 2018. Oui, j'ai vu ça. Voilà, donc en fait j'ai mis frein de parc et je me suis dit bon, j'ai vu un petit peu comment les gens évoluaient autour de moi et je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de mourir pour des gens qui n'en valaient pas la peine. Donc j'ai plus d'énergie à donner à des gens qui n'en valent pas la peine. Donc j'ai trouvé un système qui est encore plus simple. Je travaille tout seul et je délègue avec des gens que j'aime bien et qui ont les mêmes valeurs que moi. À un moment donné, j'ai eu une idée qui était de dire, ben voilà, pourquoi est-ce que je prendrais pas 5 000 € par pièce? 5 000, 10 000, peu importe. Hein. Je te donne la logique du truc. Un studio, ben, je fais 5 000 €. Un 2 pièces, 10 000. Un 3 pièces, 15 000. 4 pièces, 20. Et comme ça, et ainsi de suite. J'y ai vraiment pensé parce qu'on cherche toujours dans l'immobilier. Alors attends, il faut que je fasse un petit puzzle pour pas que ça se coupe. Voilà. Dans l'immobilier, on cherche toujours à se démarquer de la concurrence. Et je m'étais dit, bah, finalement, c'est une bonne chose. Je me suis arrêté très vite parce qu'en fait, je n'aurais pas pu faire face aux charges que j'avais. C'est-à-dire que je me tirais une balle dans le pied. Et à terme, je n'aurais pas pu survivre. Et c'est ce qui se passe avec le réseau, l'immobilier de papa. Il y en a d'autres, il y en a 2 ou 3 ou 4 qui ont émergé, qui ont englouti pas mal d'argent, mais finalement ne peut pas, le modèle économique ne peut pas tenir. Moi, je l'ai lancé à un moment donné quand il y avait la Covid. J'ai passé mes honoraires à 2,5%. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle économique à faire? Parce que maintenant, tout peut se faire on peut réduire les coûts, on n'est pas obligé d'avoir des locaux, des choses comme Mais ça. je suis Maintenant, la meilleure preuve. Je suis la meilleure preuve. Je n'ai pas de local aujourd'hui. Mais le local que je n'occupe pas me permet évidemment d'avoir moins de frais, mais les charges que j'ai ont augmenté. Si j'étais pas obligé de payer de la TVA, je pourrais très bien prendre la TVA. Je pourrais très bien passer à 3 ou 4%. C'est toujours un problème comme ça. Et il faut pas oublier une chose, c'est que vous pensez non, mais tu sembles penser. avec des commissions à 10 000 et 15 000 euros, le loyer de l'année, il est déjà payé. Tout est... Ah, alors, je vais te donner un scoop. Sur une Mon vente, agence, sur une vente, les frais, ils sont déjà payés toute l'année, là. non, pas du tout. Alors, je ne sais pas où tu habites. Hein. Moi, mon agence me coûtait 6 000 € de loyer par mois, c'est-à-dire Une agence, 72 000. on peut faire Je ça. finis juste que tu Ouais. comprennes bien. Je parle bien évidemment d'une agence parisienne. Je payais 6 000 € de loyer par mois, c'est-à-dire 72 000. J'avais un poste de publicité, écoute ça bien, de 180 000 € par an. Oui, mais ça, c'est plus le cas maintenant. Non, mais je te parle de façon générale. Si maintenant tu dis pourquoi Philippe, tu prends des honoraires de 5%, ben parce que j'estime deux choses. C'est que je fais payer mes 30 années d'expérience et on n'est pas obligé d'accepter. Il y a peut-être des gens qui vont se dire non mais moi je paye jamais 5%, hors de question. J'ai Moi, d'ailleurs des clients je qui peux te m'ont fait poser ça une il y a pas très question. longtemps. Je t'écoute, oui. Euh, qu'est-ce que, à l'heure actuelle, un particulier ne pourrait pas... non, qu'est-ce que tu fais qu'un particulier ne pourrait pas faire pour vendre son appartement? Maintenant qu'il y a le Bon Coin, Hmm. il peut faire les visites, il peut... Ah ben Il, c'est très il met facile. son, Je vais te il met répondre son, avec un exemple qui est assez simple à mon avis. il met son Euh, annonce sur le Bon Coin, ouais, il prend des photos, ouais. il a des clients, il vend, il passe par le notaire qui s'occupe de tout, Hmm, il fait sa vente. Voilà. hmm. Qu'est-ce que tu as de plus comme expérience, à part peut-être négocier que... Voilà, c'est tout. Alors Voilà. moi c'est très simple. Il y a ce que l'on appelle la négociation. Oui, J'ai mais la bon, prétention, j'ai la prétention d'avoir sauvé en 2025 3 ventes. Donc c'est 3 vendeurs et 3 acheteurs qui ne savent pas
ni l'un ni l'autre, parce que ça c'est mon métier, que sans moi, l'opération n'aurait pas pu aller au bout. Et ça c'est... Bon, malheureusement, tu es obligé de me croire parce que je te le dis, mais c'est réellement ça. Et c'est pas un métier, en fait, c'est une question de temps. Moi, ce que je donne, c'est mon temps. Quelqu'un qui va aller au restaurant ou Oui, quelqu'un qui va faire c'est la... ça. Tu fais à la place d'une C'est un personne qui n'a pas le service. temps. Mais, C'est un mais, service. Mais mais celui qui a le temps, mais une celui qui a personne le temps. lambda maintenant peut faire ce travail que tu fais. Tu fais Alors à ça, la place. c'est ce que tu penses, mais la négociation, c'est un art. Et je peux te dire Quand, que si quand, quand j'ai... j'ai- quand Si, je vais te donner un exemple. Je suis ouais. passé par une agence qui avait estimé je voulais acheter un bien en Bretagne. Mhm. Il était affiché à 116 000 euros. D'accord. 116 000 euros. Donc moi j'avais 60 000 euros de budget. Donc je lui ai dit, voilà, D'apport. non, de budget. Ah, Je voulais d'accord. acheter à 60 000 euros. Voilà. Donc je lui ai dit, je le Au lieu prends de à 116. au lieu de 116. Voilà, tout à fait. Ok. Donc voilà, elle me dit non, c'est pas possible, voilà. Et puis deux On est semaines bien après, d'accord que ça fait donc une baisse de 50%. c'est ça. Hein. Donc elle me rappelle 3 semaines après, elle me dit, il accepte à 70 000. Donc déjà, on est passé de 116 000 à 70 000. C'est n'importe quoi. Non mais je... Ah non, mais moi Ah mais alors, comme c'est ça pas du maintenant, boulot ça. C'est pas du maintenant boulot. comme- mais moi je pense que les prix, un agent ne peut pas estimer un bien parce que Ah, un on va pas bien, être d'accord alors. Oui? ah non, parce qu'un bien, c'est ce qui est prêt à acheter un acheteur et c'est ce qui est prêt à vendre le vendeur. Donc, et puis on ne sait pas sa situation. Ça se trouve, un jour J, il va être estimé à 120 000, mais 2 semaines après, il va y avoir un divorce ou je sais pas, elle va avoir une situation qui va la presser, elle va accepter de baisser de 50 000. On ne sait pas. Donc en fait, Alors, la valeur d'une estimation, en fait, pour moi, ça n'a aucun. Et je l'ai vu là, parce qu'ils me l'ont estimé 116 et il était prêt alors, à me faire partir à 70 000 je, 3 semaines après. Alors ça veut dire quoi? je pense que je vais te faire plaisir. J'estime moi, d'accord? Moi, mon prénom c'est Philippe et mon nom de famille c'est Jean-Louis, d'accord? C'est simple, hein? Pour ceux qui ne sont pas d'accord, vous me le dites. J'estime que dans mon métier, il y a entre 95 et 97% de gens incompétents. Ah, C'est ben, pas moi, compliqué. Et ah, qui ben, devraient faire un autre métier. moi, je Quand suis tu me passé dis, par des quand mandats. tu, Quand vas-y. je suis passé par des mandataires. Alors eux, c'est les pires, hein. Les, Non, alors je peux pas te laisser dire ça. les Je, mandataires immobiliers, ils connaissent pas, hein. Ils sont mal alors, formés. Je sais pas il ce y a qu'ils de ont. tout. Il y a de Ah, tout. C'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons et il y a des mauvais. je suis pas tombé sur les bons alors. Il y a des. Ça peut, ben oui, mais il y a- 95% de mauvais et ça reste que 5%. La probabilité de tomber sur un bon est assez rare. Ouais, mais je sais pas. Hmm. Mais je te le dis. Mais déjà, dire qu'un professionnel de l'immobilier ait fait une estimation à 116 000 euros et qu'il y ait une baisse de 30 voire 40% au bout de 3 mois, Mais comment tu t'expliques? Non, c'est même pas 3 mois, c'est au ben, bout de 3 semaines, il m'a rappelé. mais même au bout de 3 semaines, ça Moi, veut dire que ce sont des j'ai fait nuls. ma proposition à 70 000, elle l'a donnée au propriétaire, non, à 60 000, et puis il a monté à 70 000. Alors ça veut dire quoi qu'elle Non, l'a mal ça, distribué ou non, c'est que le vendeur, il non, était pas, je sais pas ce qui s'est passé. non. Écoute-moi, ça veut dire simplement, entre guillemets, que vraisemblablement, pour avoir le mandat, le professionnel de l'immobilier est allé raconter n'importe quoi au vendeur. C'est un classique et certaines personnes ne comprennent pas et me disent, mais oui, mais quel est l'intérêt d'un professionnel de l'immobilier de faire une surestimation? L'intérêt pour une agence bidon, agence, professionnel de l'immobilier, mandataire, tout le monde dans le même sac, c'est d'arracher un mandat, d'accord, le mettre en vitrine et l'avoir en stock, et de laisser le temps agir, et qu'à un moment donné, le propriétaire, en l'occurrence ton propriétaire en Bretagne, à qui on a menti, et on a dit que son bien valait 116 000 euros, et au bout de 3 semaines,
on lui présente une offre à près de 40% en dessous, mais moi, tu me fais ça, je te fais passer par la fenêtre, et si elle est fermée, par la porte. C'est clairement du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre terme. C'est pas du boulot, ça. Et je vais aller un petit peu plus loin. Lorsque tu dis qu'une estimation, c'est pas représentatif de rien du tout, parce que finalement, la vie peut faire que, etc., etc. L'indication ou une estimation ou un avis de valeur, c'est une analyse comparative du marché. On prend des chiffres, d'accord? On prend les chiffres qui se sont vendus dans des biens comparables 3 mois avant. On prend des biens comparables qui sont, entre guillemets, la concurrence. Au moment où je te parle, au moment où tu décides éventuellement de vendre ton bien, je vais dire, ben voilà, vous avez, je dis n'importe quoi, hein, vous avez une maison de 100 mètres carrés, et bien dans un périmètre de 3 km, il y a 10 maisons de 100 mètres carrés et qui sont entre 100 000 et 180 000. Donc la vôtre, forcément, elle doit être entre 100 000 et 180 000. Et celle à 180 000, elles viennent d'être refaites à neuf. Donc la vôtre, elle est refaite à neuf, donc elle peut aller jusqu'à 180. C'est pas la peine d'aller au-dessus. Je prends ce résultat-là, cette moyenne, je la compare à ce qui s'est vendu dans les 3 derniers mois. D'accord? Et je regarde ce qui est en vente depuis plus de 3 mois. Plus de 3 mois, ça veut dire que dans la moyenne des biens, ça veut dire que si une maison comparable à la tienne, à celle dont on parle, 100 mètres carrés, à 100 mètres carrés dans un périmètre, il dit oui, mais vous voyez, celle-là, elle est à 250 000, elle n'est pas vendue. Ça veut dire que ça, c'est pas le bon prix. C'est une simple règle, et n'importe qui peut le faire, ça. C'est une analyse faisable par un particulier, totalement. Vous allez sur Se Loger, vous regardez les biens qui sont à vendre comparables aux vôtres, vous allez dans la base de données biens notaire ou la DVF, vous regardez les biens qui se sont vendus dans les 3 derniers mois, et vous regardez les biens qui sont vendus depuis plus de 6 mois. Il y a des outils pour faire ça. Vous avez envie de le faire, faites-le. Ça vous donnera une photographie à l'instant T. Après, il y a toujours les... Après, tu peux pas estimer. Après, tu peux pas estimer le prix que ça vaut une vue, le prix que ça vaut un Mais bien premier sûr que étage. si. Bien sûr que si. C'est-à-dire que Alors, sur un bien, tu vas savoir que le deuxième étage, ça vaut 5 000 euros en plus, que le troisième ben oui. étage, ça vaut 4 000 euros Ben en plus. ça s'appelle être agent immobilier. Et moi, j'ai fait une formation, de bien pour ça. cher Olivier, moi, j'ai fait une formation qui s'appelle expert immobilier à la Chambre des experts immobiliers de France. Ah oui. Mais les agents Donc, immobiliers. mais les agents immobiliers, 97%, les estimations, ils te les font comme ça. Hop, au doigt mouillé. Et quand ils voient que le propriétaire se dit, bah oui. Je crois qu'ils n'ont pas le droit, les agents immobiliers, de faire des estimations. C'est des avis de valeur. Il n'y a que les experts immobiliers qui ont le droit de faire des estimations. Alors, les experts font des expertises et une expertise, c'est payant. C'est ça. C'est pas le même métier. Pour faire une expertise, c'est un rapport qui fait entre 30 et 40 pages et c'est pas le truc qui se fait en 2 minutes sur un logiciel. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça a un prix. Et le prix, alors tu vas pas être content, c'est entre 1 000 et 2 000 euros. Et là, tu vas dire, ah bah oui, mais alors c'est pas normal pour sortir 36 pages de papier, parce qu'encore une fois, ça prend du temps. Et quand tu posais une question tout à l'heure, mais pourquoi faire travailler un professionnel de l'immobilier et pas le faire soi-même? Ben, j'ai envie de te dire, si tu es un bon plombier, ben, n'appelle pas le plombier, fais-le toi-même. Il n'y a pas de règle. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ah oui. Non, mais c'est sur les biens. Ah, pardon. Il est parti. Voilà, j'ai reçu un appel, je suis désolé. Est-ce que je suis revenu? Donc, moi, ce que je disais, c'est que je trouve pas de plus-value à un agent immobilier par rapport à quelqu'un qui peut le faire sur des appartements, sur des maisons. Après, sur des fonds de commerce, des locaux commerciaux, ça c'est plus technique. Même des grosses propriétés, ça c'est plus technique. Il y a plus de travail. Mais tu fais partie des gens pour qui je ne travaillerai pas. Et tu as bien raison. Si tu estimes que mon travail n'amène pas une plus-value, mais j'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi. Je vais te donner quand même un chiffre. Parce que est-ce que tu peux expliquer ce que je t'ai dit tout à l'heure, le travail que tu fais que un particulier ne pourrait pas faire pour vendre un appartement? Je pense que tu n'as pas écouté. Donc je vais le répéter avec grand plaisir. Quel est ce que tu peux faire que les tâches que tu fais
que je ne peux pas faire pour vendre mon appartement. Est-ce que je t'ai dit que j'avais sauvé 3 ventes cette année? Oui, mais tu m'as pas expliqué en Eh quoi ben, tu... tout simplement en faisant de la négociation. Oui, mais moi, je peux négocier aussi un bien. Eh Tu vois, ben, je l'ai négocié. si tu Il estimes que tu es était, aussi bon négociateur que moi, ne m'appelle pas. il était C'est aussi simple que ça. je t'ai dit mon exemple, il était à 116 000, il est descendu à 70, donc c'est une bonne négociation, tu penses? Non, ça c'est pas une bonne négociation. Ça c'est tout simplement, et je reviens encore là-dessus parce que je pense que tu l'as pas Mais entendu. t'imagines quelqu'un qui ne sait pas, il achète son bien à 116 000 euros, il s'est fait avoir de 46 000 Et euros. est-ce que tu me permets de finir une phrase? Oui, Oui. Je t'ai dit tout à l'heure que vraisemblablement le bien que tu as acheté 70 000 ou le 116 n'a jamais valu 116. Tu l'as entendu ça? oui, oui, bien sûr, Bon bien ben sûr. voilà. Mais ça veut dire Donc que tous les estimations des agents immobiliers, il faut pacifier, quoi. eh ben, il faut pacifier à 90%. Ah oui. Je te l'ai dit aussi tout à l'heure et quelqu'un l'a écrit tout à l'heure. Il y a des professionnels de l'immobilier qui ne font des estimations que l'on appelle de complaisance pour rentrer du mandat. Ah oui. Voilà. La deuxième plus-value d'un professionnel de l'immobilier, c'est d'avoir déjà en portefeuille des acquéreurs. Si toi, Olivier, tu décides de vendre ta maison demain matin, Le Bon Coin, je mets sur le Bon Coin, il y a des 50 000 acquéreurs sur le Bon Coin. voilà. Mais dans les 50 000 acquéreurs, mon cher Olivier, est-ce que tu penses que tout le monde a son crédit ou tout le monde a les moyens d'acheter réellement ou est-ce qu'il y a des promeneurs? Ah, s'ils appellent, c'est ils sont intéressés. Ils Je appellent pas pense que pour tu ça. as bien compris ma question. En fait, nous, on le sait, quand tu mets un bien dans un support en tant que particulier, tu vas avoir entre 70 et 80% des appels qui seront des agences immobilières et ça s'appelle faire de la pige et qui vont te dire oui, bonjour, moi j'ai un client, machin. Au bout d'une semaine, quand tu auras eu une centaine d'appels, tu vas en avoir marre et tu vas dire bon, maintenant ça suffit. Vous me faites toucher, arrêtez de m'appeler. Et tu vas marquer sur ton annonce les agences immobilières, merci de ne pas appeler. Tu crois que ça va les arrêter? Non. Donc, au moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui va avoir un discours qui va te plaire et dire, écoutez, moi, j'en ai tellement ras-le-bol, je veux plus qu'on m'appelle, voilà, occupez-vous-en. Mais si tu fais partie des gens qui se disent, mais j'ai vraiment pas besoin d'eux, mais il n'y a aucun problème. Les agences ne travailleront pas pour toi. Mais sache, il y a quelqu'un qui l'a écrit tout à l'heure, qui était harcelé en disant, non, mais vous le vendez pas assez cher, moi, je vais le vendre plus cher, je vais le vendre plus cher, je vais le vendre plus cher. Dans un marché, On n'entend pas. toujours, Ah, c'est bon. je suis revenu. Oui. Dans un marché qui est difficile, comme aujourd'hui, qui est tendu, tu vas avoir toutes les techniques possibles et inimaginables pour rentrer du mandat. Et dans le lot, eh ben, moi, je fais partie de ceux qui vont te dire, mais c'est des gens qui devraient changer de métier. Point barre. Moi, dans mon petit vivier d'acquéreurs, j'ai tous les jours des gens qui m'appellent, ben voilà, moi voilà mon budget, ah bon, et je fais ce que l'on appelle une découverte. Tu ne vas pas me dire que toi tu fais une découverte quand les gens t'appellent. Tu as une maison à vendre, tu vas dire, ben écoutez, quand est-ce que vous voulez visiter? Alors je vais te raconter une petite anecdote. Tu as des gens qui appellent, qui ne font que des repérages et qui vont te dire, ben voilà, cher Olivier, et ça fait partie des plus-values de l'agent immobilier. Ben alors écoutez, moi je voudrais visiter lundi après-midi. Ah ben non monsieur, moi le lundi après-midi je travaille, mais je peux vous la montrer. Ah bon, mais jusqu'à quelle heure? Ben jusqu'à 20h. Je peux venir à 20h30? Oui, si vous voulez. Tu viens de dire à un inconnu que tu n'étais pas chez toi avant 20h, 20h30. La notion de risque de cambriolage là-dessus, elle existe. Quand tu passes par un agent immobilier, ça n'existe pas. Si je devais te donner juste un argument, ce serait déjà celui-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, t'as raison. Ben oui. C'est tout bête, hein. Nous, on l'apprend. Moi, j'ai fait l'école de la forêt quand j'ai commencé. Tout ça, ça s'appelle la stratégie de la peur. Une femme seule qui va vendre sa maison toute seule. Et dire, oui, ben voilà. Bonjour, chère madame. Alors, quand est-ce que je peux visiter? Est-ce que je peux venir samedi? Ah non, ce samedi-là, on part en province. Je reviens lundi. Ça veut dire que la maison va être vide samedi, dimanche. Mm. Alors, je te dirais, moi,
Il vaut mieux faire confiance à un agent immobilier qui, de toute façon, va voir sa commission payée par l'acquéreur. Parce que c'est toujours l'acquéreur qui finance les commissions. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Que le mandat soit à la charge, commission charge acquéreur ou commission charge vendeur, c'est toujours l'acquéreur qui finance. Ah, ça, j'aime bien ça, ce que tu dis là, oui. Mais oui, Parce mais que, parce que il y a ah des oui, gens mais qui oublient ça. parce que la plupart des mandataires font comprendre dans la tête des acquéreurs que charge vendeur, c'est le vendeur qui paye alors que c'est Mais c'est l'acquéreur des qui paye. menteurs. Mais on Bah oui, revient mais sur ce que je te disais. c'est C'est des gens qui c'est- devraient faire un autre métier. c'est 99% des mandataires. Mais on est d'accord. On est d'accord. Moi, j'ai été mandataire au départ. J'étais agent commercial. D'accord. J'ai fait l'école de la forêt. J'étais agent commercial, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai dit attendez, moi, vous me demandez des horaires, des machins, des trucs. Le lien de subordination, il est interdit. Donc, hop, je suis devenu salarié. Mais c'est pas parce que tu es agent co ou mandataire que tu es obligé de raconter de la merde. Mais malheureusement, ben, il y a réellement beaucoup de gens, mais quand je te dis 95%, plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression que c'est vraiment 97%, quoi, de gens qui devraient faire un autre métier. Ils sont pas là pour ça. Moi, un client qui va m'appeler, Philippe, j'ai un problème, je l'ai vécu il y a pas longtemps, on a un problème de plomberie dans la maison qu'on est en train de vendre. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Tu crois que je vais dire, ben, écoutez, c'est pas mon problème, je suis pas plombier. Ben, je vais tout de suite prendre mon carnet, je vais trouver le plombier qui va être capable d'intervenir sous 24-48 heures, grand maximum. Mais ça, c'est une plus-value aussi. T'as un problème, il y a un problème avec les gens qui vont acheter la maison, machin. Ben, moi, j'ai un carnet d'adresses avec des courtiers, je vais faire en sorte de sauver le dossier. C'est pas. Les mandataires sont mal formés, alors, sont pas bien formés. Ah, mais c'est un problème de formation. Ça, pour moi, c'est un problème de formation. Moi, j'ai été mandataire, j'ai été dans un réseau qui était soi-disant le plus gros en France, peu importe. Ça me convient pas. Je suis resté par fainéantise après avoir été gravement malade. C'était IAD, c'est ça? Voilà. Il y a des gens de chez IAD qui m'appelaient et me disaient oui, bonjour, je suis à Paris, comment on appelle ça, mon parrain est à Marseille, il m'a dit de t'appeler que tu pouvais me former. J'ai dit mais ça va pas la tête ou quoi? Mais pourquoi vous avez pris un parrain à Marseille alors que vous êtes à Paris? Ah ben c'est le système qui est comme ça. J'ai dit ben le système est débile. Si tu prends quelqu'un pour te parrainer, c'est pas pour le voir une fois par mois ou une fois par semaine. Il faut qu'il soit à disposition. Et les types, ils étaient tellement malins, ils disaient, bah, tiens, il y a un con, il s'appelle Philippe, là, ça fait 25 ans qu'il fait ce métier, il peut peut-être quand même donner des conseils gratos. Ben non. Les seuls conseils que je donne gratuits, c'est ici, sur ce live, ou quand je rencontre des gens dans des cafés. Mais ce qui me permet de donner des conseils et de discuter avec toi, parce que moi j'ai rien à cacher. Moi, je suis transparent, et puis le problème, c'est que depuis que je suis greffé, j'ai plus de... Moi, l'immobilier, c'est brut de décoffrage. C'est noir, noir, blanc, blanc. Je suis comme ça. Mais moi, j'ai aucun problème à te dire. Ben, tu as des gens. Alors, il faut aussi un dernier chiffre qui est important. Je laisse les gens qui veulent vérifier, hein, s'ils ne me croient pas. C'est que 70% des ventes, c'est un vieux chiffre, hein, mais à mon avis, il n'a pas baissé. 70% des transactions qui passent par un professionnel vont à terme. Entre particuliers, c'est 50%. Pourquoi? Parce que moi, c'est mon gagne-pain. Donc, t'imagines bien que s'il y a un dossier, je vais verrouiller en amont que la personne ait vraiment le budget. S'il n'a pas le budget, je vais même pas m'embêter à aller le faire visiter parce que ça sert à rien. Si j'ai estimé correctement le bien, je vais me mettre à la place de la personne qui t'a vendu ou présenté un bien à 116 000 euros et tu viens me dire, ben voilà, moi j'ai 60 000. Ben, si je suis sûr de mon estimation, mais en aucun cas je viens te faire visiter. Ça veut dire que très clairement, je dis, j'ai été malhonnête, venez, j'ai fait n'importe quoi, vous pouvez peut-être l'avoir. Et ben là, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, Olivier, si tu estimes que je n'ai pas de plus-value à t'apporter, il ne faut pas passer par moi. Les clients avec qui j'ai travaillé, c'est pas compliqué, hein. Je vais te la faire, elle est assez drôle. C'est 100% des clients pour qui j'ai travaillé et qui ont vendu étaient contents.
Après, si effectivement, moi j'ai vu des mandataires qui effectivement montaient sur la charge vendeur. Donc, mais Mais si, oui, si, mais si toi tu dis à l'acquéreur dès le départ que c'est l'acquéreur qui va payer les frais d'agence, mais il n'y a pas de mais bien souci. sûr, Si c'est mais transparent. évidemment. Mais Mais, 99% ne sont pas transparents. Ils te disent que mais c'est à la charge du vendeur. Donc, dans la tête de l'acquéreur, il pense Olivier, que les frais dire d'agence seront l'inverse, payés par le vendeur. Oui, mais, c'est un mensonge. oui, mais Et je suis convaincu que par manque de formation, les gens qui affirment ce que tu es en train de me dire là, le font de bonne foi. Ils racontent n'importe quoi de bonne foi. oui, je pense qu'ils ont, oui, oui, je pense que, Moi, et, avant de faire de l'immobilier, j'étais dans la communication médicale. Le jour 1, quand je ne savais pas un truc, je disais, écoutez, je suis navré, je vais me renseigner, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de dire je ne sais pas. Ils ont l'impression qu'ils vont passer pour des imbéciles. Donc, ils préfèrent raconter n'importe quoi. Moi, je vais te raconter une petite anecdote. J'ai un jour une commerciale qui est dans un grand groupe qui s'appelle Féo. Bon, Féo, belle maison, centenaire, bicentenaire, je m'en fous, peu importe. Tout le monde connaît Féo. Et la dame me dit, voilà, j'ai vu que vous aviez un bien qui m'intéresse, du temps où j'avais l'étude d'Oumer. J'ai dit, écoutez, si vous avez des clients, on fait un intercabinet. Elle me, elle me regarde comme si j'étais un martien, elle me dit, un quoi? J'ai dit, madame, je vais vous faire une délégation. Une quoi? J'ai dit, enfin, madame, vous plaisantez? Comment vous comptez faire la visite, en fait? Je vais vous faire une délégation de mon mandat de vente. Eh bien, cette dame-là qui faisait de l'immobilier depuis 4 ou 5 ans chez Féo ne savait pas ce que c'était. Et quand je lui dis, excusez-moi, mais vous ne savez pas ce que c'est? Elle me dit, non, monsieur, moi j'ai une assistante. On fait pas le même métier, en fait. hmm. Tu vois? Et ces gens-là font beaucoup de mal à la profession. Je suis sûr que si le directeur de Féo entendait cette dame-là raconter ça, il dirait, mais elle n'a rien à faire ici, dégagez-moi ça. Ok. Tu vois? Voilà, cher Olivier. Est-ce que j'ai été assez clair et Oui, transparent? oui, tout à fait. Et, Génial. et je voulais savoir, et toi, tu penses que les frais sont justifiés? Le montant des frais que tu prends sur les biens sont justifiés? Les 5%? Les frais que je prends, L'agence? moi, Oui, voilà. je dirais différemment. Les frais que je tente de prendre, moi, me semblent justifiés. Pourquoi? Parce qu'une négociation, ça se fait à trois. Pas à trois dans l'aube, hein. À trois. L'acheteur, le vendeur et l'intermédiaire, moi. Je suis entre les deux. Si à un moment donné, on est, je dis n'importe quoi, à 20 000 euros près, et que ces 20 000 euros correspondent à une partie ou une fraction de ma commission, D'accord. eh ben, je vais pas me tirer une balle dans le pied. Si je peux faciliter la transaction et, et utiliser une partie de ma commission comme une partie de négociation substantielle, eh ben, je le fais. Mais tu te rends compte que 20 000 € sur un bien, c'est énorme quand même. C'est Mais beaucoup non, d'argent. 20 000 euros sur 2 millions, c'est quoi? Pour un acheteur. Ah, non, mais Ah, je non, mais parle. il faut tout mettre dans le contexte. Sur un, sur un bien à 200 000, 10 000 €, c'est beaucoup. Ah, mais c'est 10%, c'est beaucoup. Mais je ne Non, pourrais. 200 Alors, 000, encore une fois, Olivier, c'est beaucoup d'argent pour l'acheteur. réfléchissons. 20 000 euros, faut remettre les choses dans le contexte. 20 000 euros, c'est pas la commission que je prends sur 200 000, c'est 10 000. Donc, si je devais faire un geste à la 10 hauteur 000, 10 de ce 000, que je viens de dire, ce serait 2 ou 3 000 euros. 20 000 ou 10 000, c'est beaucoup d'argent. 10 000 €. Mais personne ne dit l'inverse. Mais tout dépend pour qui. Pour quelqu'un qui va acheter une maison à 2 millions ou à 3 millions et demi, Non, là, je tu parle des crois? biens à Oui, 200 non, 000. mais c'est pour ça qu'il faut contextualiser ce dont on parle. Si tu me parles d'un marché qui est entre 100 et 200 000 euros, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Oui. 20 000 euros, c'est beaucoup. Mais dans une cadre d'une négociation, si j'avais pris 10 000 euros sur les 200 000 et que le propriétaire dit, ah oui, mais moi, à 3 000 euros près, je peux pas, machin. Eh ben, écoutez, à ce moment-là, moi, ce que je vais faire un geste sur ma commission et au lieu de prendre 10, je vais prendre 7. D'accord. Mais je Donc, n'aurais pas pu faire ce geste-là et l'opération ne se serait pas faite si j'avais pris, comme tu disais, 1%. Ou 5 000 balles, ou 3 000. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et moi,
quand je vois des... Peut-être que des fois, il y a un mandataire, on va lui donner un acheteur, un vendeur, il va faire ça en une semaine et il va prendre 10 000 euros. Ça me semble pénible. Alors, très bon exemple. Moi, Moi, ça me mes semble. collaboratrices qui étaient salariées chez moi. Ils mettent deux, trois photos, ils ont trouvé l'acheteur, ils ont trouvé le vendeur, tout est parfait. En une semaine, c'est bouclé. Ils Mais vont se ça peut prendre, arriver. ils vont se Mais non, prendre, mais on va pas se mentir. ils vont On se va pas prendre se 10 000 mentir. euros. Moi, ça me fait mal, ça me fait marrant, quoi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'année, c'est pas une vente. Oui, oui, non, L'année, mais. c'est 365 jours. Et l'immobilier, c'est un truc qui fait comme ça. Et quand toi, tu penses, oui, alors il a mis 3 photos, une semaine, il a pris 10 000, ça veut dire que toutes les semaines, il prend 10 000. Enfin, si c'était le cas, je me déplace tout de suite. Hein. C'est pas ça. Hein. Tu prends 10 000 une fois, et puis tu prends 0 pendant 2, 3, 4 mois, et tu reprends 10 000 après. Si tu lisses, moi, Non, j'ai mais une collaboratrice, est-ce que le je vais modèle. juste aller au bout Voilà. pour finir de répondre à ton argument qui est pas inintéressant, qui me disait, mais j'ai fait le nombre d'heures, j'ai calculé le nombre d'heures. Les gens m'appellent à 21 heures. Elle répondait. Les gens m'appellent à 22 heures. Mais est-ce que tu connais beaucoup de métiers où tu es salarié? Les salariés, en général, ils arrivent à 9 heures, à 18 heures, c'est terminé, c'est pas la peine de les appeler. Dans l'immobilier, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, encore une fois, il faut ramener au taux horaire et tu verras que sur un taux horaire d'une année, prendre 10 000 balles comme ça en une semaine, ben finalement, tu le fais pas tous les mois. Et si tu rapportes ça sur l'année, eh ben, très souvent, dans l'immobilier, les gens ne le disent pas. Mais moi, je vais te le dire, moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu as 30% de gens qui vivent très bien, 30% de gens qui survivent et 30% qui n'en vivent pas. Parce que celui qui, comme tu dis, Olivier, a pris 10 000 euros de commission, comme ça, en une semaine, ah, c'est facile, il a fait 3 photos. Tu crois qu'il les fait toutes les semaines? À la Non, fin de mais l'année, il fait son rapport, il a dit, ben, j'ai gagné 400 balles par mois. la question est, est-ce que ils prennent des commissions énormes parce qu'ils font que 3 biens dans l'année et que c'est pour lisser ça? Ou c'est mieux de prendre moins de commissions et faire plus de biens dans l'année? C'est ça Alors la question. ça, encore une fois, je vais te répondre de façon très claire. Pendant la Covid, étant donné que c'était catastrophique pour tout le monde, il y avait moins d'argent et moins de ceci. Moi, j'ai fait une pub, j'ai dit, ben, moi, je prends 2,5% d'honoraires au lieu de 5. Hmm. Tu sais ce que ça m'a rapporté? Non, dis-moi. Rien de plus. Absolument rien de plus. Hmm. Donc, j'ai très vite arrêté et je suis revenu sur mon taux de commission normal. Et les gens pour qui je travaille me disent, bah, écoutez, moi, c'est pas compliqué. J'ai pas le temps de m'en occuper. Je ne sais pas négocier. Négocier quand c'est pour soi-même, en général, on est moins bon. Et ça, tu me l'enlèveras pas de l'idée. C'est que quand tu négocies pour toi-même, tu es moins bon. Donc, c'est comme ça que des gens comme moi vivent. C'est un service. C'est un métier de service. Tu le prends, il y a un coût. Tu le prends pas, c'est gratuit. Oui. Voilà. Là, je suis une personne sur TikTok là qui fait Oui. je sais pas si tu connais, qui fait des clients mystères sur les agences IAD. Ouais. Non, je connais Ça, pas. ça serait bien que tu voyes son TikTok pour donner ton avis, je sais pas si. Oh, bah, tu sais, moi, je vais te dire, je pas. Moi, il faut pas me poser Oui, trop parce de que questions toi, parce que je suis brut de décoffrage. Moi, j'ai 12 000 personnes qui me suivent, je crois à peu près. ça, c'est- Je vous mets au défi d'aller regarder une photo de moi en train de chanter ou de faire des playbacks en disant ah là 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 là. Non, moi, ça m'intéresse pas ça. Mais ces gens-là qui font ça, des playbacks, qui se mettent en maillot de bain, des machins, des trucs, ils sont suivis par 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Non, mais Ça ne là, m'intéresse pas. il essaye de parler du problème des frais d'agence, voilà. Et ce serait intéressant. Comment il s'appelle? Moi, je vais aller regarder. Oui, c'est toujours Bah intéressant. là, il est en live, donc des fois il appelle des agences, des fois il discute. Voilà. Ben, L'autre fois, regarde la il discussion que avait, l'on a eue. il avait eu un rendez-vous avec le président de Capifrance pour discuter des frais d'agence après. Ben, on a tous à peu près la même analyse. Euh, c'est, moi, j'aime bien échanger. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ah Mais oui, je pense. je fais partie de ceux qui estiment que mes honoraires sont dus et pas volés. D'accord, ok. 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 Non, mais lui, il dit que si toi, tu es transparent, donc tu dis que les honoraires sont toujours à la charge de l'acquéreur. Et lui, il démontre dans ses appels Attention, que... attention. Non, non, non. Olivier, attention. Oui. Le terme exact, c'est financé par les acquéreurs.
Parce que lorsque tu utilises le terme que tu viens d'utiliser, sont à la charge de l'acquéreur, c'est techniquement faux. Ils peuvent être à la charge de l'acquéreur ou à la charge du vendeur. C'est toujours l'acquéreur qui finance. Voilà, qui paye. Voilà, qui paye. Voilà. Voilà. Alors Parce que lui pour démontre embrouiller les gens, il y en a certains qui sont très forts. Moi, j'ai même un mandataire. Non, c'est pas un mandataire, c'est un agent co d'une grosse agence qui est allé expliquer à une vendeuse qu'elle avait la loi SRU, qu'elle pouvait tout à fait signer le mandat de vente, le compromis, pardon. Elle pouvait signer le compromis et se désister dans les 10 jours si elle voulait. Non mais c'est honteux. Bon, en même temps, j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qui s'est passé parce que le notaire est quand même là pour défendre les intérêts de ses clients. Enfin bon, il y a eu un loupé quelque part. Mais qu'un agent immobilier ou soi-disant agent immobilier, professionnel de l'immobilier, raconte des sornettes, moi ça va faire 30 ans, je peux vous dire, je peux te dire, je suis pas au bout de mes surprises. Moi, j'ai vu une dame faire une visite d'appartement en expliquant que le parquet, c'était du chêne massif, alors ça n'en avait ni la couleur, ni l'apparence, mais qui racontait n'importe quoi. À côté, il y avait un HLM qui était en train de se construire. Elle était en train d'expliquer que c'était une résidence de luxe. Okay. Ouais. Il y avait juste marqué RIVP, c'est Régie immobilière de la ville de Paris. Donc des HLM. Mais tu as des gens qui ne savent rien, qui comprennent rien. Et qui répondent systématiquement un truc parce qu'il faut répondre. D'accord. Okay. Voilà. Donc la personne, elle s'appelle Daniel Nadjar, si tu regardais. Daniel Nadjar. Ouais, je vais aller regarder. Intéressant. Nadgar. Ok, ça marche. Bah écoute, j'ai appris un truc aujourd'hui. Il est en live jusqu'à 20h normalement le soir. Donc, alors moi j'ai fait beaucoup de live, j'en ai fait un de 24 heures, de 12 heures, 12 heures d'affilée. Voilà. Avec un copain, on s'était bien amusé. On refera des petits défis comme ça, mais bon, pour le moment, ma vie perso est un peu compliquée, donc je trouve du temps pour faire des petits lives comme celui qu'on fait ensemble et auquel je réponds avec toi, avec plaisir. Bah, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bonne journée, je vais descendre. Toi aussi. Merci beaucoup. Au revoir, Olivier. Alors, on a une question. Oui. Je sais pas comment on fait pour descendre de là-haut. Là. Alors, attends, je peux pas t'aider. Ah, si, déconnexion. Je te déconnecte. Merci beaucoup. À plus. À plus. Voilà, alors, il y a des questions. On s'enrichit plus en tant qu'agent ou investisseur ou marchand? Question de Brahms. Tu penses quoi des formateurs marchands bien? Alors, c'est beaucoup de questions là. Même avec des agences, il y a des retours à la vente, faute de crédit. Alors, je vais essayer de les reprendre dans le bon sens. Et puis, vous voyez, j'avais dit 5h et 5h30. Alors, Alors, Loïc, il me harcelait pour que je ne vende pas et estimait la maison 50 euros, 50% plus cher. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Malheureusement, on fait pas le même métier. Elle surestime pour avoir le mandat. Je l'ai expliqué, évidemment. C'est une analyse faisable par un particulier, oui, lorsqu'on parle des estimations. J'ai eu des estimations, je ne suis pas surpris non plus, c'est n'importe quoi. Dans le luxe, tu peux avoir besoin d'une agence qui a une clientèle, c'est vrai. Julien, ce que je n'arrive pas à comprendre sont les variations de prix que l'on m'a données pour mon appart. Alors Julien, l'explication est simple. En général, il faut faire 3 estimations. C'est une règle. Hein. Il y a celui qui est très bas, qui lui souhaite faire une vente rapide. Il y a celui qui est au milieu, qui en général est le prix du marché. Et celui qui est très haut, qui lui cherche à faire la danse des 1000 voiles pour récupérer le mandat. Alors, et la logique est la suivante, il se dit, bah, toi, tu vas te dire, bah, tiens, il y en a un qui s'est trompé, il est très bas, il y a celui du milieu, mais il y a quand même celui qui est très haut. Et en général, le prix très haut, alors, accrochez-vous, hein, moi j'appelle ça le prix des pigeons, mais eux ils appellent ça le prix. Alors attendez, j'avais une expression qui était optimiste ou quelque chose comme ça. Ça n'a aucun sens. C'est juste pour vous arracher le mandat et à un moment donné vous allez baisser le prix parce que les choses de la vie feront que vos projets vont évoluer et que vous ne pourrez pas continuer d'attendre. Et par exemple, Olivier qui nous racontait qu'il avait acheté quelque chose 70 000 qui était présenté 116 000, on est clairement dans le cas d'une surestimation pour arracher un mandat. C'est n'importe quoi. C'est vraiment malhonnête.
Alors, j'ai eu la chance de vendre en 5 visites à des acheteurs sans crédit, mais c'est de la chance. Oui, Loïc, c'est de la chance. Laetitia, bonjour. Qu'en pensez-vous? Faut-il signer un mandat simple ou exclusif? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Contrairement à Julien. Alors, quand tu signes un mandat exclusif, déjà, il ne faut pas le signer avec n'importe qui. Il faut aller regarder les avis clients, il faut aller voir qu'est-ce que va faire l'agence, etc., etc., etc. Lorsque tu as un mandat exclusif, je vais comparer ton bien à une pierre précieuse, d'accord? Ou un bijou, ou une montre, n'importe quoi. Imagine que tu vois un bijou dans une seule vitrine, je vais parler de Paris, une seule vitrine, il y a ton appartement ou ton bijou. Ça, c'est la première des solutions, c'est celle où je me dis, moi, je la vois nulle part, je vais aller négocier, ce sera plus difficile parce que le bien est unique. Si maintenant, le même bien de consommation, de luxe, montre, bijoux, etc., tu le vois dans toutes les vitrines de Paris, on va forcer le trait pour que ce soit plus clair. Finalement, que tu l'achètes à droite ou à gauche, c'est pas bien grave. Et tu vas aller dans la boutique de droite, rive droite, par exemple, et dire, voilà, je l'ai vu partout ailleurs, combien vous me faites? T'imagines bien que, étant donné que c'est partout, il est visible partout, eh bien, le vendeur va faire en sorte d'être celui qui va vendre, pas forcément au plus haut, mais celui qui va vendre le plus vite. Eh bien, c'est la même chose pour ton appartement. S'il est dans plein d'agences en même temps, eh bien, c'est celui qui va arracher une offre au prix, le plus vite, mais pas la plus haute. Voilà. Donc, pour moi, il est évident, et les chiffres me donnent raison, c'est qu'un mandat exclusif permet de vendre mieux, plus cher, ton bien, par rapport à un mandat simple. Voilà. On pourra développer, mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, Julien. Ouais, merci Julien, c'est ce que j'ai répondu à l'agence hier. Bon, Laetitia, après, méfiez-vous des agences. Il y a vraiment des choses. Mais moi, je suis pas là pour prêcher, je suis là pour vous donner mon avis. Même avec des agences, il y a des retours à la vente, faute de crédit. Oui, ça peut arriver, évidemment. Moi, je n'ai pas de problème à vous raconter une histoire. J'ai un chasseur d'appartements qui m'appelle. On a un bien à vendre avec un garçon qui s'appelle Nicolas Jeff, qui, avec une terrasse, un bien exceptionnel. Et la dame m'appelle, elle me dit voilà, elle l'appelle lui, et dit voilà, j'ai des clients qui sont déjà financés, ils ont vendu leur appartement, ils n'ont pas de conditions suspensives d'obtention de prêt, c'est fantastique. Je dis dans ces cas-là, faites la visite avec vos clients. Donc la visite se fait, ils font une offre, on négocie, l'offre est acceptée. Au bout d'un mois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, ils avaient menti, ils n'avaient pas vendu leur appartement, et que c'est pas eux qui avaient menti, c'était la chasseuse d'appartement qui avait menti. Et que en fait, c'était pas vendu, c'était sous promesse, et que la promesse était tombée, donc ils pouvaient plus acheter. Ça s'appelle une vente en cascade, ce qui est insupportable. La moindre des courtoisies, c'est de ne pas mentir aux intermédiaires, puisque après, nous, on passe pour des imbéciles. Donc, il a fallu rattraper le dossier, et on l'a vendu à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est? On s'enrichit plus en tant qu'agent ou investisseur ou marchand. 3 milieux qui dépendent évidemment de l'immobilier. Là où tu peux gagner le plus d'argent, où tu pouvais, je dirais que c'est marchand de biens. L'investisseur, lui, dans la forme de présentation, dans la façon dont tu poses la question, l'investisseur, pour moi, c'est celui qui va faire un investissement locatif. Donc l'investissement locatif sera plutôt un gain d'argent sur le long terme. Le marchand, c'est moyen terme, et l'agent immobilier, c'est en théorie au quotidien. Je pense que les plus grosses fortunes se font vraisemblablement avec le plus gros risque en tant que marchand. Le plus gros risque. Mais il faut être joueur. Tu penses quoi des formateurs marchands de biens? J'en pense ni du bien ni du mal. Je pense qu'aujourd'hui, des formations en ligne gratuites, il y en a quand même pas mal sur YouTube. Moi, je ne paierai pas pour une formation marchand de biens. Bon, maintenant, je les connais pas tous, mais j'ai toujours eu un petit peu une défiance vis-à-vis de marchands de biens qui marchent tellement bien qu'ils vendent des formations. Si ça marchait tellement bien, ils vont rouler en Porsche, aller au bord de la plage, jouer au golf, plutôt que de s'emmerder à faire des formations. Enfin, c'est mon avis. Olivier, merci pour cet échange. Passe, si tu peux voir Daniel Nadjar, j'aimerais ton avis. J'irai voir Daniel Nadjar. Merci en tout cas pour cet échange.
Entièrement d'accord, je quitte le métier de diagnostiqueur pour intégrer une agence immobilière. Oui, Vincent, pourquoi pas. Il faut faire attention, le métier de diagnostiqueur, pour moi, je l'apparente à de l'épicerie, c'est-à-dire que tous les jours, il y a un petit truc qui rentre. L'agent immobilier, lui, c'est son des cycles. Hein. Pour se lancer dans l'immobilier, j'ai pour habitude de dire qu'il faut 1 an de trésorerie. Je suis entièrement d'accord avec toi, même si je suis pas. Merci, Brahms. Oui, non, je ne mets pas en cause le fait d'avoir de bonnes ou mauvaises. Hein. On a Violette qui veut monter sur le live. Et puis après, chers amis, j'avais dit que je partais à 5 heures, un petit peu à la bourre. Donc Violette, si tu veux monter, il n'y a aucun problème. Alors, on peut voir aussi ici. Voilà. Bon, écoutez les amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je sais d'expérience que ce sont les lives après 21h qui sont plus importants, mais moi j'aime bien même quand on n'est pas nombreux, c'est assez intéressant. Et ce que je vais faire, c'est, je vous l'explique, c'est que l'intégralité de ce live, je vais faire des sélections, mais l'intégralité sera sur YouTube. Et puis après, je vais faire avec le logiciel Opus Clip, je vais faire des coupes. Voilà. Et puis j'espère qu'elles seront assez intéressantes pour vous donner envie de poser des questions et de rendre intéressant les lives. L'idée, c'est pas de faire un monologue, sauf quand je fais une vidéo et que je partage avec vous l'anecdote, et je vous rappelle l'anecdote du départ. Alors, on a un garçon avec des lunettes qui veut apparemment monter, je ne sais pas. Vincent Carré, j'intègre en tant que salarié, je me suis fait démarcher, je me suis dit pourquoi pas. Alors Vincent, salarié dans une agence immobilière, moi je n'avais que ça, mais moi j'ai fermé en 2017. Donc je pense que tu es une exception. Ou alors tu es un faux salarié, entre guillemets, tu es en avance sur salaire, et on fait une règle de 3 au bout de chaque trimestre. Dis-moi si j'ai raison ou pas, mais si c'est du salaire à 100%, pourquoi pas, c'est une bonne idée. J'espère que ton salaire est cohérent. C'était pour Vincent Carré du 65, mais je ne sais pas où c'est le 65. Non, pas d'avance sur salaire, vraiment salaire plus. Salarié plus com. Bah écoute, très bien. Très très bien. Alors c'est pas pour être indiscret, mais ton salaire, c'est un vrai salaire ou c'est le SMIC? Pourquoi je te pose la question? Parce que c'est devenu rarissime. Alors faites très attention. Un conseil qui est totalement gratuit. Très souvent, on fait ce que l'on appelle un salaire, qui est en fait une avance sur commission. Je t'explique. Tu rentres, là on est quoi là, en octobre. Tu rentres en novembre. Donc novembre, on te verse un salaire, entre parenthèses, avance sur commission. En décembre, on te verse un salaire en avance sur commission. Et puis, on va dire qu'en janvier, tu touches tes premières commissions. Eh bien, on va faire une règle de 3, voir ce que l'on t'a avancé, déduire des commissions qui sont dues. Donc, fais attention à ça. Je serais très surpris, j'ai quand même pas mal de copains qui ont des agences. Si c'est pas ça, vas-y, saute, mais méfiance. Alors, on peut même essayer de t'inviter et voir si tu le souhaites le raconter en live, et tu seras le dernier invité à voir. Mais enfin bon, donc bonne négociation, et fais attention à ça parce que c'est très souvent, c'est dans l'immobilier malheureusement, il y a beaucoup de faux semblants. On a l'impression que c'est quelque chose, mais en fait, oui, mais on n'avait pas bien compris, etc. Oui, mais alors c'est pas un salaire, c'est ceci, c'est cela. Donc faites très attention. Lisez bien les interlignages. Vincent,
Est-ce que je peux t'aider? Te laisser réfléchir. Il est 42, dans 3 minutes, je déconnecte et je pars en courant. Et on refera des lives, parce que c'est vraiment intéressant. C'était le deal pour que je vienne, pas d'agent co, pas d'avance sur com, sinon je ne venais pas. Alors, un agent co, évidemment, ne peut pas toucher d'avance sur commission. Il est payé 100% à la com. Mais un salarié, lui, fais attention à ça, te fais pas berner. Je n'ai rien à gagner et rien à perdre à te donner ce conseil-là. T'es considéré comme un salarié en avance sur commission, tu verras. Et on t'avance une partie, en fait. C'est la spécificité. En tout cas, j'ai rien contre toi, tu te doutes bien. Je ne te souhaite que du positif. Bon, les amis, il est 43. Si quelqu'un a une dernière question, j'y réponds avec plaisir. Sinon, vous pouvez me retrouver sur YouTube. C'est Philippe Immobilier ou Immothérapeute. J'ai essayé d'unifier un petit peu tous mes réseaux. Sur LinkedIn, c'est Philippe Jean-Louis. Sur Instagram, c'est Immothérapeute. Sur TikTok, c'est Immothérapeute. Et je crois que c'est YouTube, ça doit être Immothérapeute ou Philippe Jean-Louis Immobilier. Je ne sais pas. Donc, allez, on se laisse la chance d'avoir une dernière question. Et puis après, je prends de la poudre d'escampette parce que je suis attendu. Bonjour Alicia Ananas. Je sais pas si c'est les codes parfois. Sabrina du 69. On a la ref qui nous a rejoint. Voilà, donc le principe des lives, c'est simple, c'est 100% immobilier, brut de décoffrage, en toute transparence. Vous voyez, Olivier me pose des questions sur les commissions, qu'est-ce que j'en pense? Je dis réellement ce que je pense. Et donc, n'hésitez pas. Voilà. 44, allez, c'est 3, 4, 2, 1. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous et pourquoi pas sur un prochain live, j'essaierai de faire un truc, un live un peu plus long et peut-être, mais tout aussi intéressant et pour vous et pour moi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Alors pour couper, c'est là. Hop.